Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Déclaration de Malabo, plan d'action agricole le plus ambitieux de ces dernières années, mais l'Afrique continue d'importer. L'agriculture, un secteur toujours en crise et en attente d'industrialisation. Le Cameroun se dote d'une charte de fertilité des sols. Son élaboration est le fruit du partenariat entre le gouvernement camerounais et le groupe marocain OCP. À suivre également dans ce journal, la place du judo en Afrique. Reportage sur la rencontre qui se tient à Lomé, au Togo, axée sur les solutions pour développer ce sport sur le continent. Mais tout d'abord, ce drame au Cameroun, 22 personnes, dont 14 enfants, ont été tués vendredi 14 février à Ntumbo, un village situé dans la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones du pays, lieu depuis 3 ans d'affrontements entre militaires et séparatistes. La contestation anglophone, mais aussi une ONG de défense des droits de l'homme, dénonce cette attaque et demande aux autorités l'ouverture d'une enquête. Violente attaque également au Burkina Faso. Elle a été perpétrée dimanche contre une église protestante à Panzi, un village du Nord. Au moins 24 personnes ont été tuées. Le bilan fait également état de plusieurs blessés dans cet attentat terroriste. Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est confronté à une recrudescence des attaques qui, depuis 2015, ont fait 750 morts et 600 000 déplacés. L'agriculture, un secteur en crise alors que se pose la question de la problématique de l'insécurité alimentaire. L'agriculture africaine toujours face au défi de l'industrialisation et pour cause. Seuls 4 pays sont sur une bonne trajectoire pour atteindre les engagements de Malabo d'ici à 2025. Siamlo Victoria Sedji. De faibles avancées pour la déclaration de Malabo dans la mise en œuvre de ces 7 engagements en faveur de l'agriculture. Seuls le Rwanda, le Maroc, le Mali et le Ghana ont obtenu ou dépassé le score minimum de 6,66 requis pour être sur la bonne voie. Bien que 36 États africains ont enregistré des progrès positifs par rapport à leur score en 2017, l'Union africaine déplore un score global moyen de 4,03. L'accès aux intrants et technologies agricoles est essentiel pour améliorer les rendements et la productivité et la quête de l'Afrique de mettre fin à la faim d'ici 2025. Cependant, en moyenne, pour les 6 indicateurs relatifs à l'accès aux intrants et aux technologies agricoles, aucun des États membres n'est sur la bonne voie. D'après l'Union africaine, l'Afrique peine à augmenter le niveau des investissements dans la recherche agricole et le développement à au moins 1% du PIB agricole. Seuls la Sierra Leone et la Tunisie ont réussi ce pari dans la constance. Le Rwanda, lui, présente des indicateurs de performance. Je rends hommage personnellement à toutes les chercheuses et à tous les chercheurs. Malheureusement, on fait des recherches en donnant aux ministres différents ce qu'ils voudraient entendre pour rester à leur place. La déclaration de Malabo a été adoptée en 2014 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans l'optique d'éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025. Les États s'étaient alors engagés à réduire de moitié les pertes après récolte d'ici 2025. En partenariat avec l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, le Cameroun a procédé au lancement du projet d'élaboration de la charte de la carte de fertilité des sols et du nouveau laboratoire d'analyse des sols et des engrais, des dispositifs qui, pour les autorités, doivent permettre d'évoluer vers une agriculture de seconde génération à travers le renforcement des capacités scientifiques. Nathalie Mo. Le projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols a été inauguré à Yaoundé, piloté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec le soutien de la Fondation OCP. Le projet va concerner des zones pilotes d'une surface totale de 100 000 hectares dans la région du Nord et dans la région du Centre Cameroun. Les experts camerounais estiment que ce document sera un important soutien pour l'évolution vers une agriculture de seconde génération. La carte de fertilité va donc définir les propriétés physico-chimiques de 100 000 hectares de la zone pilote choisie. Ceci va donc permettre de mieux orienter les agriculteurs sur le choix des cultures à être pratiquées.
Le partenariat entre le Cameroun et la Fondation OCP du Maroc vise à optimiser la fonction de production en améliorant la compétitivité des filières agricoles. De plus, l'organisation marocaine compte offrir 9 formations à des experts camerounais en matière de fertilisation des sols et utilisation raisonnée des engrais. Avec la carte de fertilité, il ne sera plus question de spéculation mais de précision. Précision dans le choix des sols par rapport au type de plante, précision dans le dosage des engrais et tout ceci va contribuer à augmenter les rendements, améliorer la qualité des produits vendus. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun et la Fondation OCP sont liés par un accord signé en 2018. Une entente dont l'objectif est de participer au développement du secteur agricole du pays, au soutien à la modernisation des équipements du laboratoire d'analyse des sols et l'élaboration de la carte de fertilité des sols. La 3e conférence des parties à la Convention de Bamako sur les déchets dangereux produits en Afrique a pris fin le 14 février en République du Congo. Les parties prenantes ont été invitées à prendre les engagements nécessaires en faveur de la protection de l'environnement. Alors au cœur de cette rencontre, le pays, au cœur de cette rencontre, le pays qui abritera la prochaine conférence des parties à la Convention de Bamako. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Aucun des 29 États membres de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, excepté le Congo, pays hôte de la COP3, ne s'est porté garant pour abriter la COP4. La mauvaise gestion des produits chimiques et déchets dangereux préoccupe les États africains. Les nations du monde en général et africaines en particulier font face à des pollutions dues en grande partie à une mauvaise gestion des produits chimiques et déchets dangereux, pour la plupart produits par les pays fortement industrialisés. Comme chacun le sait, les pays africains sont confrontés à une exposition accrue aux produits chimiques en raison de la croissance du commerce mondial des produits chimiques, de l'évolution des modes de production et de la délocalisation croissante de la production chimique des pays développés vers les pays en développement. Depuis l'adoption de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer vers l'Afrique tout type de déchets dangereux le 30 janvier 1991, celle-ci a suscité peu d'engouement au sein des pays. Mais cette réticence d'engagement est due en partie aux difficultés financières auxquelles font face ces États. Très conscients des difficultés que les différents pays ont à travers les mécanismes de paiement des contributions. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit, aucun État n'est à 29 000 prêts. La République du Congo, qui a abrité la 3e conférence des parties de la Convention de Bamako du 12 au 14 février 2020 au Centre international de conférence de Kintélé, ouvrira la voie de la COP4 dans 2 ans. Le déversement des déchets toxiques en Afrique démontre les faiblesses du droit international relatif au mouvement transfrontalier des déchets dangereux. L'industrie minière sud-africaine réclame la mesure depuis plusieurs années. L'État a annoncé la fin du quasi-monopole d'Eskom. Eskom, c'est l'entreprise publique d'électricité qui ne parvient pas à faire face à la demande depuis plusieurs mois. Conséquence, des délestages qui paralysent l'économie. Ange Bijouno-Meigno. L'Afrique du Sud veut restructurer son économie. Elle a donc décidé de gérer autrement la distribution de son électricité. La société publique Eskom ne sera plus détentrice du quasi-monopole de l'énergie électrique. Les industriels sud-africains pourront fournir eux-mêmes leur propre électricité. Moi, je crois que c'est une solution idéale, n'est-ce pas, pour l'Afrique du Sud, mais particulièrement pour les sociétés minières. Pour la simple raison qu'elles ne vont plus dépendre, n'est-ce pas, forcément de la compagnie d'électricité d'Eskom, la compagnie d'électricité d'Afrique du Sud. Et ça va permettre à ces sociétés d'essayer de s'autonomiser. Parce que, voyez-vous, quand il y a des délestages et des coupures de courant intempestifs à temps et à contre-temps, ça empêche, n'est-ce pas, à ces sociétés, n'est-ce pas, d'avoir un programme de travail normal. La décentralisation de l'énergie électrique fait partie d'une série de mesures que compte prendre l'État sud-africain. La compagnie publique d'électricité Eskom, qui fournit plus de 90% de l'électricité dans le pays, n'arrive pas à répondre à la demande.
Elle croule également sous une dette abyssale de 26 milliards d'euros. Ce qui est vrai, c'est que le changement ne va pas se sentir tout de suite, mais je crois que dans un intervalle relativement court, les sociétés minières vont s'habituer et puis je crois qu'elles vont faire l'effort nécessaire pour pouvoir travailler sans plus tenir compte des coupures intempestives de courant. L'annonce de décentralisation soulage les entreprises minières du pays. La fréquence des coupures d'électricité a fait qu'elles ont baissé en productivité. En 2019, le secteur des mines, qui contribue à 8% du produit intérieur brut sud-africain, s'est contracté de 1,3%. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout en zone rurale. Mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement et au manque d'assainissement. En Côte d'Ivoire, l'un des pays où l'accès à l'eau potable connaît un certain nombre de progrès ces dernières années. Le gouvernement se dit toujours engagé pour une couverture totale. Amenedji. De 65% en 2015, le taux d'accès des populations à l'eau potable en Côte d'Ivoire est passé à 82% en 2019. Malgré cette situation, la desserte en eau pose encore problème dans certaines régions du pays. À cet effet, l'État ivoirien va investir plus de 291 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020 en vue de satisfaire les besoins nationaux en eau potable. La question de l'eau potable en Côte d'Ivoire est un sujet assez crucial d'actualité. Il y a une bonne partie encore de la population qui souffre du manque d'eau potable. Les coupures d'eau sont intempestives. Ce qui paraît curieux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 4 grands fleuves qui traversent le pays du nord au sud. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir ce type de problème. Cet investissement, qui vise à porter le taux de couverture à l'eau potable à 95%, entre dans le cadre de la vision du programme Eau pour tous, mis en place par le gouvernement. Pour la première phase de ce programme, qui s'étend de 2016 à 2020, 200 milliards de francs CFA seront investis dans la construction de 200 châteaux d'eau et de 8000 pompes villageoises. On doit mettre l'accent sur le social, ça veut dire construire suffisamment d'infrastructures de base. C'est une question de volonté politique. On n'est pas sur une terre aride. On n'est pas dans le désert. En Côte d'Ivoire, on n'est pas dans le désert. Il pleut ici abondamment. On a toujours de l'eau dans notre sous-sol. Et donc, je pense que si le gouvernement le veut, le gouvernement peut. De 2011 à 2019, plusieurs activités et projets ont été menés dans la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes inscrites dans le programme social du gouvernement. Le coût total de ce programme est estimé à 1 320 milliards de francs CFA et déjà 36 milliards de francs CFA ont été investis pour le milieu rural. Le judo est pratiqué de plus en plus sur le continent, mais dans les compétitions internationales, les chances de médailles sont rares et la majeure partie des athlètes sortent dès les premiers combats. Alors comment développer ce sport? Une journée de réflexion sur le judo se tient actuellement à Lomé, l'initiative du Togo, pays organisateur, et du Tchad. Reportage de notre envoyé spécial au Togo, Paul De Singwe, commenté par Emefa Kofi. L'initiative est continentale et vise à développer la pratique du judo en Afrique. Du 16 au 17 février 2020 se tiennent à Lomé au Togo les journées de réflexion sur le judo. Une initiative portée par 2 pays, la République du Tchad et celle du Togo. Ils vont poser des bases pour pouvoir dégager les lacunes qui s'imposent pour que l'Afrique fasse mieux quand nous sommes dans les Jeux olympiques, quand nous sommes dans les grands Jeux. C'est très important, surtout que nous aurons les Jeux olympiques très bientôt, peut-être dans 5-6 mois. C'est une très bonne chose. Même si cette discipline a réussi à s'implanter sur tout le continent, sa pratique peine à se développer. Le constat est amer. Très peu de judokas africains arrivent à se hisser sur le podium lors des compétitions internationales. Pire, ils sont très souvent éliminés dès le premier tour. En organisant donc cette réunion de haut niveau sur le judo africain, les autorités espèrent changer la donne. Nous venons de sortir du Grand Slam de judo de Paris, auquel le continent africain n'a pas fait de podium. Et si vous constatez aujourd'hui ce résultat du côté de la France a fait 3 médailles d'or. Et ces 3 médailles d'or ont été obtenues par des judokas d'origine africaine. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique, en matière de judo, en matière de sport, a des potentialités. Mais pourquoi quand ces sportifs, ces judokas sont sur le continent, ils n'arrivent pas à faire de résultats sur le plan mondial, sur le plan international? Donc aujourd'hui, nous, en tant que dirigeants sportifs, on se pose des questions à savoir est-ce que nous, quelque part, on n'a pas failli? Est-ce qu'on n'a pas manqué? Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Donc aujourd'hui, on s'est dit, entre collègues, on a échangé
Et nous avons conclu qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse se mettre ensemble et savoir les points forts de chacun dans son pays. Est-ce que si en mettant les points forts de chacun dans son pays de manière collective, est-ce que nous ne pouvons pas relever le niveau du judo dans nos pays respectifs? 25 pays ont répondu présents à ces journées de réflexion sur le judo avec à la clé, on l'espère, des résolutions pour hisser haut et fort la pratique de ce sport sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.